Chapitre 1. Forteresse de fer. Lawrence Merritt, connu sous le nom de Law, n'était pas un homme bâti sur le compromis. À 42 ans, il avait laissé son héritage avec des mains calleuses et un esprit impitoyable. Les cicatrices sur ses jointures racontaient des histoires de batailles menées bien avant qu'il ne devienne propriétaire d'Ironclad Security, la société de sécurité privée la plus élitiste de Boston. Le vent de décembre mordait son pardessus ajusté alors qu'il quittait le bureau. La neige s'est accumulée sur les épaules de son corps de 6 minutes 3 secondes, fondant sous la chaleur qui semblait perpétuellement rayonner de son corps. Ses employés l'appelaient la brûlure du mérite, l'intensité qu'il portait comme une seconde peau. De retour chez lui tôt, Boss a demandé à Garrett Sullivan, son chef des opérations. L'homme avait travaillé dans le domaine du droit et des arrangeurs avant de rejoindre son entreprise de sécurité Anniversary. Elle répondit en vérifiant sa montre, une Rolex que sa femme Nathalie lui avait offerte il y a 5 ans. 15 ans, difficile à croire. L'expression de Garrett changea subtilement. Je l'ai attrapé. Il a tout attrapé. Quelque chose ne va pas? Non, juste surpris, je ne pensais pas que tu étais du genre anniversaire. Les yeux de Garrett se posèrent trop rapidement sur l'écran de son ordinateur. Law s'attarda un moment plus longtemps que nécessaire. Après 15 ans dans des opérations spéciales et 10 autres années à diriger une entreprise de sécurité, il a développé une étrange capacité à détecter quand quelque chose n'allait pas mais il l'a rejeté. Nathalie attendait et malgré son caractère exigeant, elle ne lui avait jamais donné de raison de douter d'elle. Leur mariage était la seule forteresse qu'il croyait impénétrable. À lundi, dit-il en se détournant. Le trajet jusqu'à leur maison de style colonial à Newton a duré 30 minutes. Law a profité de ce temps pour passer mentalement du monde des affaires acharné au mode mari. Nathalie méritait bien cela. Elle l'avait soutenu quand il revenait de son dernier déploiement avec des cauchemars et un caractère qu'il ne pouvait pas toujours contrôler. Elle l'avait soutenu quand il avait commencé à travailler dur avec rien d'autre que ses relations militaires et une détermination impitoyable à réussir. Alors qu'il tournait dans sa rue, son téléphone sonna, un message de son jeune frère, Russell. Besoin de parler? C'est important. Law fronça les sourcils. Son cadet était la famille en désordre. Il fit taire le téléphone. Quel que soit le drame que Russell avait créé, il arriva dans l'allée de la maison que lui et Nathalie avaient rénovée ensemble. 3 chambres qu'ils n'avaient jamais remplies d'enfants, une décision mutuelle après que Law ait grandi avec Vernon et Patricia Merritt. Les familles causent parfois plus de souffrance qu'elles n'en valent la peine. La maison était sombre. Law vérifia à nouveau sa montre, à 19h30. La voiture de Nathalie n'était pas dans l'allée. Il est entré par la porte d'entrée en l'appelant par son nom. Pas de réponse. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait une note de son écriture élégante, « Je travaille tard, n'attendez pas. » La mâchoire de Law se serra. Cela ne lui ressemblait pas le jour de leur anniversaire. Il a sorti son téléphone et a appelé son bureau du Boston General Hospital, où elle travaillait comme neurologue. Le docteur Merritt est parti à 17h, a répondu l'infirmière de nuit. Law raccrocha sans ajouter un mot. La bobine de suspicion qui avait commencé avec le comportement étrange de Garrett se resserra dans son ventre. Il composa le numéro du portable de Nathalie. C'est allé directement sur la messagerie vocale. C'est à ce moment-là qu'il l'a remarqué, son parfum Chanel, rarement utilisé, persistait dans l'air. Elle était rentrée récemment et avait changé. Law se déplaçait systématiquement dans la maison, vérifiant les pièces avec la précision de son entraînement militaire. Rien ne semblait déplacé jusqu'à ce qu'il atteigne leur chambre. La porte du placard était en désordre et le sac de voyage de Nathalie manquait. Le sentiment de malaise s'est cristallisé en quelque chose de plus aigu. Il ouvrit le tiroir de sa commode, plusieurs objets avaient disparu. Il vérifia la salle de bain, ses articles de toilette essentiels manquaient. Ce n'était pas une soirée de travail, c'était autre chose. Il s'assit sur le bord du lit, son esprit parcourant les possibilités. Quand son téléphone sonna à nouveau Russell. Cette fois, Law répondit, « J'ai essayé de vous joindre. » La voix de Russell était tendue. « Law, il y a quelque chose que tu dois savoir sur Nathalie. » Chapitre 2,
ruine. Les mains de Lowe agrippèrent le volant alors qu'il traversait les rues désertes en direction de l'appartement de Russell à Cambridge. Les paroles de son frère ont été énigmatiques mais dévastatrices. J'ai vu Nathalie avec quelqu'un plusieurs fois. Je ne voulais pas y croire, mais aujourd'hui, je les ai entendus parler de partir ce soir. Je suis désolé, Loa. Les lampadaires projetaient des lueurs intermittentes sur son visage, soulignant les angles durs de sa mâchoire serrée. Il n'avait pas posé de questions. Russell savait qu'il valait mieux ne pas porter d'accusation sans preuve. Lowe se gara au hasard devant l'immeuble de Russell et monta les escaliers jusqu'à un moment donné. Russell ouvrit la porte avant de pouvoir pâlir. « Montre-moi » demanda Lowe. Russell la conduit vers un ordinateur portable. « Je les ai pris la semaine dernière. J'étais à Bondé en train de déjeuner quand je les ai vus. » Les photos montraient Nathalie assise en face d'un homme qu'elle ne reconnaissait pas, une grande blonde, habillée professionnellement. Sur une image, la main de l'homme recouvrait celle de Nathalie sur la table. Qui est-il? Son nom est Alexandre Voss. C'est un cadre pharmaceutique. J'ai fait quelques fouilles. Russell a remis un dossier à Lowe. Ils sont vus ensemble depuis au moins 6 mois. Lowe a feuilleté les archives publiques et les captures d'écran des réseaux sociaux. Alexander Voss, 38 ans, divorcé, sans enfant, directeur marketing chez Helix Pharmaceuticals. Il y a plus, dit doucement Russell. Aujourd'hui, je les ai suivis jusqu'à leur lieu de rendez-vous. Je les ai entendus parler d'une vente de propriété. Votre propriété. La tête de Lowe se releva brusquement. Quelle propriété? La maison au bord du lac dans le New Hampshire, chez ton grand-père? La révélation l'a frappé comme un coup physique. La maison du lac appartenait à la famille Merritt depuis 3 générations. Son grand-père l'avait léguée directement à Lowe, sachant à quel point cela comptait pour lui. C'était le seul endroit où Lowe s'était senti en sécurité lorsqu'il était enfant, le seul endroit lié à des souvenirs heureux. Ce n'est pas possible. Nathalie ne peut pas le vendre. Ce n'est pas à son nom. Russell fit glisser un autre document sur la table. Vous lui avez donné votre procuration. Il y a 3 ans lorsque vous subissiez ces opérations au genou. Laura se souvenait qu'il avait subi 3 opérations après la réapparition d'une ancienne blessure militaire. La procuration était censée être temporaire mais il ne l'avait jamais révoquée. Cela ne semblait pas nécessaire. La vente se clôture demain. A poursuivi Russell. Ils se réunissent ce soir avec quelques documents avant de quitter la ville. Je les ai entendus au café. Ils parlèrent de Gardner Street Storage, où la voix de Lowe était devenue dangereusement silencieuse, l'unité 423. Ils la louèrent sous son nom. Lowe resta concentré, calculant la planification. Vous avez les clés de cet endroit. Russell a hésité, puis s'est dirigé vers un tiroir. Il a un copain qui y travaille. Il a remis une carte clé. Loa, qu'est-ce que tu vas faire? Lowe empocha la carte. Rien qu'il ne mérite. Alors qu'il se tournait pour partir, son téléphone sonna numéro inconnu. Monsieur Merritt, une voix faisant autorité a demandé, voici l'agent Reynolds de la police de Boston. Monsieur, vous devez venir à votre adresse. Il y a eu un incident. Le sang de Lowe se glaça. Quel genre d'incident? Je ne suis pas libre de le dire au téléphone. Monsieur, venez le plus tôt possible. Lowe a mis fin à l'appel et a regardé Russell. La police est chez moi. Les yeux de Russell s'écarquillèrent. Tu penses Nathalie? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. 20 minutes plus tard, Lowe entra dans son allée, désormais flanquée de 2 voitures de police. Alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée, il aperçut Nathalie debout dans l'embrasure de la porte. Son visage est rempli de larmes. Derrière elle se tenaient ses parents, Vernon et Patricia Merritt, qui étaient censés être en vacances en Floride. Son père s'avança, saisissant le bras de Lowe avec une force surprenante pour un homme de 70 ans. « Fils, elle ne voulait pas que ça aille aussi loin », gémit Nathalie, sa voix à peine audible. « Ne le laisse pas voir le garage. » Lowe se précipita devant le centre commercial, ignorant les protestations du policier qui tentait de lui barrer la route.
Il ouvrit brusquement la porte du garage et s'arrêta net. Russell gisait sur le sol en béton, le sang s'accumulant sous sa tête. Un officier en uniforme s'est agenouillé à côté de lui, vérifiant ses signes vitaux et n'en trouvant aucun. À côté du corps de Russell se trouvait un pied de biche avec des marques distinctives sur la poignée. Le pied de biche de Lowe tiré de la boîte à outils qu'il gardait dans ce même garage, Monsieur Merritt. L'officier s'est approché avec précaution. Votre femme nous a appelés. Elle dit qu'elle est rentrée à la maison et a trouvé ton frère comme ça. Avez-vous une idée de ce qui s'est passé ici? L'esprit de Lowe s'emballait. Les pièces ne s'emboîtaient pas. Pourquoi Russell serait-il ici? Pourquoi conduirait-il séparément? Et puis ça a cliqué, il ne le ferait pas. Cela a été mis en scène. Lowe se tourna lentement vers Nathalie, dont les larmes semblaient désormais calculées plutôt que sincères. La présence de ses parents avait encore moins de sens jusqu'à ce qu'ils se souviennent qu'ils avaient toujours favorisé Russell, toujours pris sa défense. Officier. Lowe dit prudemment, je pense que vous devriez savoir que mon frère m'a contacté plus tôt au sujet de la liaison de ma femme. J'étais juste avec lui dans son appartement à Cambridge. L'officier fronça les sourcils. Monsieur, votre femme dit que vous avez été instable ces derniers temps, en colère à cause de problèmes financiers. Elle craignait que vous puissiez vous faire du mal ou faire du mal à autrui. Lowe avait compris très clairement qu'il ne s'agissait pas seulement d'une liaison ou de la vente de la maison au bord du lac. Il s'agissait de le piéger. Ils avaient tué Russell, la seule personne qui savait ce qu'il préparait et avait mis en place une loi pour prendre la chute. Alors que l'officier commençait à le lire, Lowe, ses droits, aperçut une petite clé d'unité de stockage tombée de la poche de Russell, partiellement cachée sous son corps, du même type que Russell lui avait donné quelques minutes auparavant. Il savait alors ce qu'il devait faire. Les preuves qui l'exonérerait et les condamneraient l'attendaient au Gardner Street Storage. Il lui fallait juste s'y mettre. J'aimerais parler à mon avocat. Dit-il d'une voix étrangement calme alors que les menottes se refermaient autour de ses poignets. Chapitre 3, Fondement de la vengeance. La salle d'interrogatoire du quartier général de la police de Boston régnait dans un climat familier. Lowe avait déjà été dans des pièces comme celle-ci, mais de l'autre côté de la table. Au cours de sa carrière militaire, il avait mené suffisamment d'interrogatoires pour connaître toutes les techniques. Le détective Malone, un flic vétéran aux cheveux poivre et sel et aux yeux fatigués, prit place en face de lui. Monsieur Merritt, vous êtes dans un monde de problèmes. Lowe est resté silencieux, son avocat, Benjamin Hargrove à ses côtés. Ben était le conseiller juridique d'Ironclad et l'une des rares personnes en qui Lowe avait véritablement confiance. Nous avons votre pied de biche avec vos empreintes digitales couvertes du sang de votre frère. Malone a poursuivi, votre femme et vos parents déclarent tous deux que vous êtes de plus en plus paranoïaques, que vous portez des accusations et menacez de violence. Posez-leur des questions sur Gardner Street Storage, unité 423. Lowe dit uniformément. Le détective a hésité. Ce que mon frère a découvert? Ma femme avait une liaison avec Alexander Voss. Il prévoyait de vendre la propriété familiale et de quitter la ville ce soir. Les preuves se trouvent dans cette unité de stockage. Malone l'a étudiée. C'est pratique. Vérifiez les enregistrements téléphoniques de Russell. Il m'a appelé 2 fois ce soir. Vérifiez les caméras de circulation à l'extérieur de son immeuble de Cambridge. Vous me verrez arriver et partir. Il est physiquement impossible pour moi de l'avoir tué quand vous dites qu'il est mort. Ben a ajouté, nous vous demandons de vérifier l'identité de Monsieur Merritt. Alibi avant de poursuivre. 3 heures plus tard, Lowe a été relâché. Les caméras de circulation avaient confirmé son histoire et le médecin légiste avait fixé l'heure du décès de Russell lors de la visite documentée de Lowe à Cambridge. Ce n'était pas suffisant pour arrêter quelqu'un d'autre, mais c'était suffisant pour l'innocenter temporairement. Ils réessayeront, ont été prévenus en quittant la gare. Ils ont trop investi dans ce plan. Lowe hocha la tête. Son expression illisible. Donnez-moi tout ce que vous pouvez sur Alexander Voss. Je veux connaître chaque squelette dans son placard. Et Nathalie? Tes parents? Les yeux de Lowe étaient froids. Ils ont choisi leur camp.
Pendant que Ben passait des appels, Lo se rendait à Gardner Street Storage. L'établissement était désert à 2 heures du matin. Il utilisa la carte clé de Russell pour entrer, puis se dirigea vers l'unité 423. À l'intérieur, il trouva ce qu'il attendait, des boîtes de documents, un ordinateur portable et plusieurs clés USB. Il a tout pris dans sa chambre d'hôtel. Lo a méthodiquement examiné les preuves. Les documents ont révélé un plan sophistiqué. Alexander Voss n'avait pas seulement une liaison avec Natalie. Il l'utilisait pour accéder aux informations confidentielles des patients du Boston General, en particulier des patients participant à des essais cliniques sur des traitements expérimentaux menés par des sociétés pharmaceutiques concurrentes. Cet espionnage industriel durait depuis plus d'1 an. La vente de l'épouse n'était qu'une partie de leur stratégie de sortie. Ils prévoyaient d'élaborer une loi pour le meurtre de Russell, s'assurant qu'ils ne puissent pas les poursuivre, pendant qu'il disparaissait avec le produit de la vente de sa propriété et les gains d'Helix Pharmaceuticals. Le plus accablant de tous était une série de messages textes entre Natalie et Voss discutant de la manière de gérer Russell après qu'il les ait confrontés aux soupçons. L'implication des parents de Lo est également devenue claire. Les dossiers financiers montraient d'importants transferts de Voss vers leur compte. Ils ont été payés pour corroborer l'histoire de Natalie sur la prétendue instabilité de Lo. Au matin, Lo avait rassemblé suffisamment de preuves pour les faire tous arrêter. Mais alors que le soleil se levait sur Boston, il mit de côté les dossiers incriminés. Le système judiciaire leur accorderait des accords, des réductions de peine, voire même l'immunité de témoignage. Ce n'était pas suffisant. Il lui avait tout pris, son frère, son mariage, son héritage familial. Ils avaient tenté de lui prendre sa liberté. Une punition conventionnelle n'équilibrerait pas cette balance. Lo prit son téléphone et appela Garrett Sullivan. « J'ai besoin de l'équipe, dit-il simplement, tous. Il est temps d'aller travailler. » Lorsque Garrett est arrivé à l'hôtel avec 5 autres anciens opérateurs spéciaux, des hommes qui avaient servi avec Lo et qui travaillaient maintenant pour Ironclad, Lo a expliqué ce qui s'était passé. « Alors, quel est le plan ?» Le patron a demandé à Diego Contraru, l'expert en surveillance de Lo. Lo déplia une carte de Boston. « Nous n'allons pas les tuer. C'est trop rapide, trop propre. On doit tracer un itinéraire à travers la ville. Nous allons les détruire morceau par morceau, tout ce qui les intéresse, tout ce qu'ils sont. » Il leva les yeux vers les hommes qui l'avaient suivi à travers les zones de guerre et se tenaient maintenant prêts à le suivre dans cet enfer personnel. Quand nous aurons fini, ils souhaiteront être morts. Chapitre 4. La conception de l'architecte. 3 semaines se sont écoulées, Lo s'est déplacé à travers le monde comme un fantôme, regardant ses cibles établir leur nouvelle normalité. Il se croyait en sécurité. Natalie était rentrée chez elle après la libération de Lo, affirmant son innocence tout en communiquant secrètement avec Voss. Ses parents étaient retournés en Floride, convaincus que la police finirait par trouver des preuves contre leur fils aîné. Ils avaient tous tort. Lo avait loué un appartement sous un faux nom, transformant la chambre d'amis en centre d'opération. Les murs étaient couverts de photographies, de chronologies et de cartes de connexion, un plan méticuleux pour démanteler 5 vies. La surveillance est terminée. Diego a rapporté être entré avec une nouvelle pile de photos. Voss suit la même routine chaque jour. Natalie a fait attention, mais elle se retrouve au Marriott 2 fois par semaine. Lo a épinglé les nouvelles images au mur et mes parents, ton père joue encore pour aller au casino cette semaine, ta mère dépense l'argent aussi vite qu'il le perd. Lo hocha la tête, sans surprise. La dépendance au jeu de son père avait détruit les finances familiales il y a des décennies, semblait-il. Les vieilles habitudes sont rapidement revenues lorsque l'argent était disponible. Garrett entra avec du café. Procès-verbal des réunions du conseil d'administration de l'hôpital, dit-il en faisant glisser un dossier sur la table. Natalie est candidate à la direction du département le mois prochain. Le vote s'annonce favorable. Lo a ouvert le dossier pas pour longtemps. Le dernier membre de l'équipe, Calvin Rie, est arrivé avec un ordinateur portable. J'ai fini d'analyser les dossiers financiers de Voss. Il est endetté jusqu'au bout. L'argent qu'il a promis à vos parents était censé provenir d'un bonus qui est maintenant menacé.
Elix enquête sur des irrégularités dans les données. Lo sourit pour la première fois depuis des semaines. Parfait. Les hommes se rassemblèrent autour de la table pendant que Lo décrivait la première phase. Calvin, je veux tout. Voss a rendu les comptes de mes parents dans la matinée, plus 50 000 supplémentaires. Faites croire qu'il devient nerveux. Essayer d'acheter plus de fidélité ne sera pas un problème. Calvin a répondu qu'il avait travaillé pour la NSA avant de rejoindre l'équipe de Lo. Diego, j'ai besoin de photos de mon père au casino, de ma mère faisant les courses et des transferts d'argent. Livrez-les à la messagerie privée de Va avec un message suggérant que mes parents deviennent un handicap. Considérez que c'est fait. Lo se tourne vers Garrett, il est temps de présenter le Dr Reynolds au conseil d'administration de l'hôpital. Le lendemain, un colis anonyme arrivait au Boston General Hospital, adressé au conseil d'administration. À l'intérieur se trouvait un dossier détaillé documentant comment le docteur Nathalie Merritt avait accédé à des dossiers confidentiels de patients en dehors de son service, des fichiers liés à des essais cliniques menés par des sociétés pharmaceutiques concurrentes d'Elix. Simultanément, un rapport de dénonciation de la SEC a été déposé contre Alexander Voss détaillant les transactions boursières suspectes, parfaitement synchronisé avec la publication des résultats des essais des concurrents. Ce soir-là, Lo regarda depuis sa voiture Nathalie sortir de l'hôpital, le visage cendré. Son téléphone a sonné. Voss vit sans doute sa propre implosion professionnelle. Lo a besoin d'entendre la conversation pour connaître son contenu. Accusation de panique, première fissure dans leur alliance. Il suivit Nathalie dans un bar où elle rencontra Voss. Par la fenêtre, il observa leur échange passionné, vit Voss lui saisir le bras trop fort, remarqua comment elle s'éloignait avec une nouvelle peur dans les yeux. La première phase était terminée. Le doute avait été semé. 2 jours plus tard, Nathalie a reçu un autre colis, celui-ci chez elle. À l'intérieur se trouvaient des photos de Voss rencontrant les parents de Lo, leur remettant une enveloppe. L'horodatage indiquait que c'était après le meurtre de Russell. Une note disait, à votre avis, qui sacrifiera-t-il en premier? Pendant ce temps, Voss a découvert que ses cartes de crédit professionnelles étaient soudainement saturées de frais auprès des services d'escorte. Son ex-femme a reçu des documents sur des actifs non divulgués suite à leur divorce. L'IRS a reçu une information anonyme concernant des comptes offshore. Lo a tout orchestré avec une froide précision. Chaque geste visait à isoler ses cibles, à les monter les unes contre les autres et à démanteler systématiquement les fondements de leur vie. Il s'effondre, observa Garrett alors qu'il regardait Nathalie et Voss se disputer sur le parking de Maria une semaine plus tard. Elle l'a giflé, Lo hocha la tête. La phase 2 commence demain. Le lendemain matin, le détective Malone a reçu un colis contenant des preuves partielles provenant de l'unité de stockage. Assez pour ouvrir l'enquête sur la mort de Russell, mais pas assez pour arrêter immédiatement qui que ce soit. Lorsque la police est arrivée au bureau de Vaux avec des questions, des images de sécurité l'ont montré physiquement malade, vomissant dans une poubelle avant de fuir le bâtiment. Cette nuit-là, Nathalie n'est pas rentrée. Les parents de Lo l'appelaient à plusieurs reprises, lui laissant des messages de plus en plus frénétiques. Il sentait que le vent tournait. Lo regardait depuis l'ombre son plan de démolition soigneusement élaboré s'exécuter parfaitement. L'architecte de leur destruction est resté invisible. Pendant qu'il se déchirait brique par brique, chapitre 5. Les fouilles, 1 mois après le début de sa campagne, Lo décida qu'il était temps de creuser plus profondément la surface. La destruction ne suffisait pas. Il lui fallait en exposer les fondations. Que savons-nous de Voss avant Elix, a-t-il demandé à son équipe. Calvin a sorti une série de documents. Il a travaillé pour 3 sociétés pharmaceutiques en 5 ans, les a quittées dans des circonstances inhabituelles, de manière inhabituelle. Rien d'officiel dans son dossier. Mais j'ai trouvé des documents judiciaires scellés. Calvin a ouvert un dossier, 2 règlements pour harcèlement sexuel et une accusation de manipulation de données qui a été abandonnée lorsque le témoin s'est soudainement rétracté. Lo a absorbé cette information. Trouvé les témoins, tous en quelques jours. Ils avaient des noms et des lieux, les victimes de harcèlement sexuel. Les 2 anciens assistants administratifs avaient signé des NDA avec des paiements substantiels.
Le lanceur d'alerte en matière de manipulation de données avait complètement quitté l'industrie. Enseignant maintenant la chimie au lycée du New Hampshire, Lowe a envoyé Diego pour approcher le professeur, Nathan Browning. Alors qu'il rendait personnellement visite à la première victime de harcèlement, Melissa Davison, il la trouva travaillant dans une petite entreprise de marketing à Providence. Lorsqu'il s'est présenté, sa réaction lui a tout dit. « Je n'ai rien à dire sur Alexander Voss », dit-elle d'une voix tendue par l'anxiété. « Je ne suis pas là pour causer des ennuis », lui assura Lowe. « Je suis ici parce qu'il fait du mal à plus de gens. » Sa résistance s'effondra lentement alors que Lowe expliquait soigneusement la situation, omettant sa relation avec les joueurs impliqués. Il s'est présenté comme un détective privé travaillant avec d'autres victimes. « La NDA ne protège pas les comportements criminels », lui rappela-t-il gentiment. « Et tu ne serais pas seul cette fois. » À la fin de leur conversation, elle avait accepté de contacter l'autre victime et d'envisager de se manifester. Pendant ce temps, Diego a signalé du succès avec Nathan Browning. Il attendait ce moment, a déclaré Diego. C'est dit que Voss a falsifié les données d'essais cliniques qui pourraient nuire aux patients. Il s'est rétracté uniquement parce que Voss avait menacé sa famille. Lowe a ajouté ces nouveaux fils de discussion à son site web. Amenez-les tous au détective Malone. Des conseils anonymes, mais crédibles. Alors que l'enquête policière s'intensifiait, Lowe tourna son attention vers Nathalie. Sa réputation professionnelle avait déjà été entachée par l'enquête de la commission, mais il voulait comprendre ce qui avait transformé la femme qu'il pensait connaître en quelqu'un capable de meurtre. Calvin a découvert la réponse dans ses archives de courrier électronique. Des années de correspondance entre Nathalie et Voss ont précédé leur liaison. Ils se connaissaient depuis leurs études de médecine, entretenaient des contacts grâce à des collègues communs et avaient repris contact lors d'une conférence il y a 18 mois. Les brouillons de courriel étaient encore plus inquiétants. Nathalie n'avait jamais envoyé d'entrée de journal. Elle a tapé mais n'a jamais publié. Ils ont révélé une femme qui avait appris à ressentir l'intensité de son mari, son absolutisme, sa nature intransigeante. Elle s'était sentie piégée dans son ombre, ses propres ambitions étant secondaires par rapport à sa loi. Lire ses pensées privées sans émotion, les analysant comme il le ferait des rapports de renseignement sur un combattant ennemi. La femme qui avait écrit ces mots lui était étrangère. Maintenant, la pièce finale est tombée au moment où Calvin a découvert les motivations financières de Voss. Son style de vie somptueux l'avait laissé profondément endetté. L'espionnage industriel chez Boston General était son idée, avec des promesses de promotion et de primes pour les dirigeants une fois que les recherches volées auraient aidé Helix à surpasser ses concurrents. Les parents de Lowe étaient plus simples. Ils avaient toujours favorisé Russell et étaient mécontents du succès de Lowe après avoir prédit à plusieurs reprises son échec. L'argent n'était qu'un bonus en plus d'aider leur fils préféré. Quant au meurtre de Russell, les éléments de preuve suggèrent une décision opportuniste plutôt qu'une action planifiée de longue date. Russell les avait affrontés au mauvais moment, les avait menacés de tout révéler, et Voss avait réagi violemment. Nathalie et ses parents avaient aidé à dissimuler l'affaire, voyant une opportunité de résoudre plusieurs problèmes à la fois en encadrant Lowe. Le tableau complet étant désormais clair, Lowe a finalisé la phase 3, la démolition contrôlée. Premièrement, il a transmis de manière anonyme les détails du compte offshore caché de Voss au conseil d'administration d'Helix, à la SEC et au FBI simultanément. Ensuite, il a fait en sorte que les entrées du journal privé de Nathalie, celles exprimant son ressentiment, parviennent à Voss via un email intraçable, suggérant que Nathalie se préparait à coopérer avec les autorités et à tout lui reprocher. Pour ses parents, il a envoyé des documents financiers montrant que Voss avait transféré des fonds depuis leur compte. Une manipulation de Calvin. Mais il ne le saurait pas. Puis il attendit, observant l'inévitable implosion. Grâce aux caméras de surveillance, Diego avait planté. Voss a confronté Nathalie à son bureau, l'accusant de trahison. Leur dispute est devenue si vive que la sécurité de l'hôpital est intervenue, créant ainsi un rapport officiel d'incident. Les parents de Lowe ont appelé Voss à plusieurs reprises, exigeant des explications sur l'argent manquant. Lorsqu'il a refusé de répondre, ils ont paniqué et ont réservé des vols pour Boston. Le piège était tendu, tous les principaux acteurs se retrouveraient bientôt au même endroit, chacun croyant que les autres les avaient trahis,
chacun désespéré de se sauver. Lo regarda le chaos qu'il avait orchestré et ne ressentit qu'une froide satisfaction. La fouille était terminée. Il était maintenant temps d'effondrer toute la structure, chapitre 6. Les pierres angulaires s'effondrent. Le point de rupture est arrivé plus vite que même Lo ne l'avait prévu. Alexander Voss a été arrêté devant son immeuble pour fraude par la sécurité. Le FBI avait agi rapidement sur la base des preuves reçues. Lo regardait de l'autre côté de la rue tandis que Voss était emmené, toujours en bas de pyjama avec sa chemise habillée à l'aube à la hâte. En quelques heures, la nouvelle de l'arrestation parvint à Nathalie. Lo l'observa à travers l'équipement de surveillance alors qu'elle préparait frénétiquement sa valise, passant des appels restés sans réponse. Son monde soigneusement construit s'effondrait et ses complices étaient introuvables. Ses parents sont arrivés à Boston cet après-midi-là, s'enregistrant dans un hôtel du centre-ville plutôt que d'aller chez Lo où Nathalie vivait toujours. Leur méfiance grandissait. Tous ces développements plaisaient à Lo, mais cela ne suffisait pas. Ils se dispersaient, chacun cherchant à s'échapper individuellement. Il avait besoin qu'ils soient ensemble pour son dernier acte. Il est temps pour moi de prendre contact, dit-il à son équipe ce soir-là. Garrett fronça les sourcils, vous êtes sûr que c'est sage. En ce moment, il pense que vous n'êtes pas conscient. Lo regarda sa montre. Cela change. Ce soir à 20 heures précises, Lo a appelé la chambre d'hôtel de ses parents. Bonjour, père, dit-il lorsque Vernon répondit. Le silence qui suivit fut assourdissant. Laurence, parvint finalement Vernon, la voix tremblante. Nous nous sommes inquiétés pour vous. Non, vous ne l'avez pas été. Elle a répondu d'un ton neutre, mais vous devriez l'être maintenant. Avant que Vernon ne puisse répondre, elle a continué, je sais tout sur Russell, sur Nathalie et Voss, sur l'argent, et j'en ai la preuve. Fils, tu es confus. Alors j'ai envoyé un SMS à Nathalie. Je sais pour Voss. Retrouve-moi à la maison du lac demain à midi si tu veux avoir une chance de t'expliquer avant que j'aille voir la police. Son dernier appel fut à l'avocat de Voss, l'informant qu'il avait des preuves prouvant que Voss avait assassiné Russell Merritt et accusé Lawrence Merritt du crime. Il a proposé d'apporter ces preuves au Lakers le lendemain à midi, suggérant que cela pourrait aider aux négociations sur la libération sous caution. Les pièces étaient en mouvement. Le lendemain matin, l'équipe de Lo établit des positions autour de la maison du lac. La propriété isolée, située sur 20 acres boisés avec son propre quai sur le lac Winnipesaukee, offrait un isolement parfait pour ce qui allait suivre. Lo est entré seul à 11 heures, portant une mallette contenant les preuves complètes de leur crime. Il l'a posée sur la grande table à manger en chêne, la même table où son grand-père lui avait appris à jouer aux échecs, où il avait appris qu'il fallait parfois sacrifier des pièces pour gagner la partie. Nathalie est arrivée la première, 30 minutes plus tôt, dans l'espoir de parler seule à Lo. Elle se figea lorsqu'elle le vit debout près de la cheminée. Son expression illisible, loi. Commença-t-elle sa voix en essayant de se réchauffer tandis que ses yeux s'élançaient nerveusement. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'expliquer. Il ne répondit pas simplement en désignant une chaise. Elle était assise, serrant son sac à main comme un bouclier. Je sais à quoi ça ressemble, mais Alex et moi. Ce n'était pas prévu, c'est juste arrivé. Et puis les choses se sont compliquées avec son travail. Et arrête de mentir. Lo dit doucement, je sais tout. Les dossiers du patient, le délit d'initié, Russell. La couleur de son visage disparut, Russell était un accident. Alex s'est mis en colère. Ils se sont battus dans mon garage avec mon pied de biche. C'est tout un accident. Avant qu'elle puisse inventer d'autres excuses, la porte s'ouvrit à nouveau. Vernon et Patricia entrèrent en hésitant lorsqu'ils virent Nathalie déjà là. Asseyez-vous. Lo commandait et ses parents obéissaient instinctivement. Quelques minutes plus tard, un SUV de luxe s'est arrêté dans l'allée. Alexander Voss avait payé sa caution. Il entra prudemment, surpris lorsqu'il aperçut le groupe rassemblé. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. Lo a souri sans humour. « C'est le jour du jugement. » Il a ouvert la mallette, en a retiré 5 dossiers identiques. La panique a éclaté. Voss s'est précipité vers la porte, seulement pour la trouver bloquée par Garrett.
Nathalie a commencé à sangloter. Vernon est devenu violet de rage, tandis que Patricia semblait se rétrécir sur sa chaise. Pourquoi fais-tu ça? Nathalie a pleuré. Si vous savez tout, pourquoi ne pas simplement laisser la police s'en occuper? Activé, affichant des images de Russell confrontant Voss et Nathalie à l'unité de stockage. La dispute s'est intensifiée jusqu'à ce que Voss frappe Russell avec le pied de biche. Le meurtre capturé avec une clarté horrible. Vous l'avez enregistré. Murmura Voss, chancelant. Russell l'a fait, la loi a été corrigée. Mon frère était plus intelligent que toi, il lui a attribué le mérite. Il soupçonnait que tu pourrais essayer quelque chose, alors il a installé une caméra. Son dernier cadeau pour moi. C'était un mensonge. Calvin avait créé les images en utilisant une technologie de contrefaçon profonde et des images des caméras de sécurité de l'installation de stockage. Mais il ne pouvait pas le savoir. Que veux-tu? Demanda finalement Vernon, son arrogance s'effondrant. Lo était assis au bout de la table, croisant les mains. Je veux que vous vous détruisiez. Il poussa un document vers le centre de la table. C'est une confession pour le meurtre de Russell. L'un de vous doit le signer dans les 30 prochaines minutes, sinon vous descendez tous ensemble. Tu es fou, cracha Vaux, en avant. Non, je vous donne une chance que l'un d'entre vous ne mérite pas, car les gens dans cette pièce ont été impliqués dans le meurtre de mon frère et dans mon accusation. L'un de vous a effectivement brandi le pied de biche. Cette personne devrait payer le prix le plus sévère. Il a laissé planer l'implication. Une confession pourrait mener à un accord. Le déni collectif les condamnerait tous également. Le piège psychologique était élégant dans sa simplicité. Lo l'avait conçu pour exploiter les fractures qu'il créait depuis des semaines. Sous pression, ces fractures deviendraient des gouffres. Cela a commencé par des accusations. Voss prétendait que Nathalie avait suggéré d'élaborer une loi. Nathalie insiste sur le fait que le meurtre était entièrement l'idée de Voss. Vernon et Patricia protestèrent qu'ils n'avaient aidé que par peur. Au fur et à mesure que les minutes passaient, les accusations devenaient plus précises et des détails plus accablants apparaissaient, que même Lo ne savait pas comment Nathalie avait donné à Voss le code du garage, comment sa mère avait suggéré d'utiliser le pied de biche de Lo, comment son père avait aidé à positionner le corps de Russell. Lo a tout enregistré, ajoutant de nouvelles preuves à leur destin collectif, tout en regardant les gens qui l'avaient trahi se déchirer. Lorsque les sirènes de police ont retenti au loin, une véritable panique s'est installée. Voss a saisi la confession, griffonnant son nom avec une mise en garde que les autres avaient été des participants égaux. Nathalie se précipita, essayant d'ajouter sa propre version. Vernon a tenté de fuir par la porte arrière, pour être arrêté par Diego. Alors que les policiers entouraient la maison, la loi se tenait calmement. Sa vengeance n'était pas de les voir arrêtés. Ce n'était que la justice. Sa vengeance était de les regarder se trahir aussi profondément qu'ils l'avaient trahi, détruisant toute chance de défense unifiée ou de sens atténué. Il avait orchestré leur destruction complète et comme le détective Malone les a conduits dans des menottes, leurs visages se tordaient, avec une haine les uns pour les autres plutôt que pour lui. Je savais que sa vengeance était complète, du moins pensait-il. Chapitre 7, l'inspection. 6 mois passés, le procès d'Alexander Vaux pour le meurtre de Russell mérite à dominer les médias de Boston. Les parents de Nathalie et Lo ont fait face à des accusations moindres comme accessoires, chacun avec des avocats distincts jetant les autres sous le bus proverbial. Lo a témoigné cliniquement, décrivant la tentative de cadre sans émotion. Le jury n'a pris que 4 heures pour condamner Voss. Il a reçu l'avis sans libération conditionnelle. Nathalie a accepté un accord de plaidoyer pendant 20 ans. Vernon et Patricia Merritt, malgré leur âge avancé, ont été condamnés à 15 ans. Chaque justice avait été signifiée, mais la loi n'a pas ressenti de fermeture. Il se tenait sur le quai du lac Aos en regardant le coucher du soleil, le cramoisi, la propriété qui avait presque été volée de lui, se sentait maintenant entachée par leur trahison. Il avait envisagé de le vendre mais ne pouvait pas se séparer de l'héritage de son grand-père. Garrett a abordé les pas grinçants sur les planches en bois. C'est fini, boss. Vous avez gagné, je n'ai pas à son tour. Alors pourquoi ça ne ressemble pas à la victoire? Parce que vous avez perdu trop dans le processus? Cette simple vérité pendait entre eux.
La loi avait détruit ses ennemis, mais ils avaient d'abord pris parti de lui, son mariage, son frère, sa foi et sa famille. Les équipes s'inquiétaient pour vous, a poursuivi Garrick. Vous êtes différent depuis l'essai. Lo a finalement fait face à son ami. J'ai été efficace, concentré. Vous avez été obsédé. Ironclad est en plein essor, mais vous travaillez 20 jours à dormir sur votre canapé de bureau. Ce n'est pas vivant. Loi, qui existe. La loi n'avait aucune réponse à cela. Depuis le procès, il s'était versé dans la sécurité à la herme, élargissant les opérations, poursuivant des contrats gouvernementaux avec une détermination incessante. L'entreprise avait doublé de taille, mais comme Garrett l'implique, le succès se sentait creux. J'ai une proposition, a déclaré Garrett, le contrat gouvernemental à Kiev. Envoyez-moi à la place, prenez un peu de temps. Loi fronçait les sourcils, je n'ai pas besoin de temps libre. Oui, vous le faites. Vous devez comprendre ce qui vient ensuite. Le chapitre de la vengeance est terminé. Quel est le prochain chapitre? La question persistait alors que Garrett a laissé la loi seule avec ses pensées. Cette nuit-là, Lo a rêvé de Russell pour la première fois depuis sa mort. Ils pêchaient sur le lac car ils avaient l'aube, ses enfants rêvent. Russell le regarda avec des yeux tristes. Vous les avez, Big Brother, mais à quel prix? La loi s'est réveillée avant l'aube, la question faisant écho, il est retourné à Boston en silence, son esprit tournant. Au bureau, il a trouvé que Calvin travaillait tôt, comme d'habitude. J'ai besoin d'informations, a déclaré la loi sans préambule. Calvin hocha la tête, sans surprise. Sur qui? Alexander Voss, tout avant Boston, relations familiales, relations commerciales. Je pensais que nous en avions fini avec lui. Il manque quelque chose, un morceau que je n'ai jamais trouvé. Calvin hésita puis hocha la tête, je vais creuser plus profondément. Que recherchons-nous exactement? Je ne sais pas encore. Elle a admis. Mais Voss était trop confiant, trop protégé. Quelqu'un regardait son dos pendant que Calvin travaillait. Elle a examiné les transcriptions des essais. Quelque chose l'avait dérangé pendant le témoignage de Voss, une référence à un mentor qui avait guidé sa carrière, quelqu'un de puissant assez puissant pour faire disparaître les problèmes. Le nom n'avait jamais été mentionné, rejeté par le procureur comme non pertinent pour l'accusation de meurtre. 3 jours plus tard, Calvin a apporté la réponse, Philip Donovan, a-t-il dit, laissant tomber un dossier sur le bureau de la loi. Le PDG de Meridian Pharmaceuticals. Il est un bienfaiteur shadow de Voss pendant 15 ans. Lo a ouvert le dossier. Philip Donovan, 65 ans, avait construit Meridian à partir d'une petite tenue de recherche dans un géant pharmaceutique. Pendant les études supérieures. Donovan a gardé Voss dans son orbite. Au vent proxy. Donovan a laissé Voss prendre la chute. Lui l'a sacrifié quand il est devenu un passif. Comme un bon joueur d'échecs, Calvin a accepté, connaissant la tendresse de la loi pour le jeu. Lo a pris sa décision, je veux tout sur la famille Donovan, les finances, les faiblesses. Vous n'avez pas fini, n'est-ce pas? Demanda Calvin tranquillement. La justice n'est pas complète. Elle a répondu, l'homme qui a vraiment bénéficié de la mort de Russell est toujours gratuit. L'enquête sur Philip Donovan a consommé le mois suivant. Lo s'est approché méthodiquement, construisant un profil complet de l'homme qui avait manipulé Voss et a indirectement causé la mort de Russell. L'image qui a émergé était d'un homme d'affaires brillant mais impitoyable qui considérait les gens comme des actifs à utiliser et à rejeter. Sa fille, Catherine, avait quitté le pays après avoir rompu ses engagements à Voss, créant une pratique médicale en Suisse. Sa femme était décédée dans des circonstances mystérieuses 15 ans plus tôt. Son fils, Michael, a travaillé à contre-cœur dans le département juridique de Meridian. Plus important encore, Lo a découvert la vulnérabilité de Donovan, un traitement expérimental pour le début de l'Alzheimer à début précoce en secret. Donovan avait été diagnostiqué 3 ans plus tôt, mais avait gardé la condition cachée tout en poursuivant des options de traitement agressives, notamment en utilisant des recherches volées pour les essais cliniques de Boston General. La dernière pièce est tombée dans un endroit où Calvin a découvert des communications entre Donovan et Natalie remontant à sa liaison avec Voss.
Elle avait été la personne intérieure de Donovan à l'hôpital avant que Voss ne rentre sur la photo. Elle jouait des deux côtés. Lowe s'est rendu compte de l'utilisation de Voss pour couvrir ses traces avec Donovan. Avec ses connaissances, la loi a formulé un nouveau plan, non pas pour la vengeance cette fois, mais pour la justice. Philip Donovan avait besoin de répondre à son rôle dans le complot qui avait tué Russell, mais contrairement à sa campagne précédente, Lowe ne fonctionnerait pas dans l'ombre. Cette fois, il apportait Donovan à la lumière. Le chapitre 8, l'approche de la loi de renforcement à Philip Donovan, a nécessité une stratégie différente de ce qu'il avait utilisé avec Voss et les autres. Donovan était trop puissant, trop isolé pour être détruit par des moyens conventionnels. Nous avons besoin d'un effet de levier, a déclaré Lowe à son équipe, mais plus important encore, nous avons besoin d'une exposition publique. Le plan a été centré sur le diagnostic de Donovan à l'Alzheimer et le moyen illégal qu'il avait employé pour obtenir un traitement. S'il pouvait prouver que le Méridien avait volé des recherches et des essais cliniques compromis, le scandale détruit à la fois Donovan et sa société. Nous avons besoin de quelqu'un à l'intérieur, a observé Garrett. Loi sur la médecine pour plaire à son père mais a accueilli un ressentiment sur la direction de la société à organiser une réunion de bienfaisance dans un gala de charité. Michael se raidit légèrement. Que savez-vous suffisamment de ces épreuves pour vous inquiéter? Elle a répondu particulièrement sur l'origine de la recherche. Leur conversation s'est terminée par un accord pour se retrouver en privé. La loi avait planté les graines. Maintenant, il devait le nourrir en divulgation complète. Au cours des semaines suivantes, Lowe a cultivé une relation minutieuse avec Michael, se positionnant comme un allié potentiel plutôt que comme un adversaire. Il a partagé des informations sélectives sur l'espionnage industriel de Vaux, sans révéler son lien personnel avec l'affaire. La percée est survenue lors de leur 4e réunion. Mon père est en train de mourir, a confié Michael après plusieurs verres. Les traitements lui ont acheté du temps, mais ils échouent. Maintenant, son esprit va et il devient désespéré. Suffisamment désespéré pour compromettre la sécurité des patients. Demanda soigneusement la loi. Le silence de Michael était suffisamment répondu. Je peux vous aider à l'arrêter, a offert la loi. Mais j'ai besoin de preuves. La décision pesait visiblement sur Michael. La fidélité à la famille s'est battue avec l'éthique professionnelle. Enfin, il a hoché la tête, donnez-moi une semaine. 6 jours plus tard, Michael a livré une clé USB contenant des documents méridiens internes qui confirmaient tout, le vol de la recherche de Boston General, les essais cliniques compromis, le plus accablant, la communication directe entre Philip Donovan et Nathalie Merritt établissant leur arrangement avant que Voss ne s'implique. Que ferez-vous avec ça? Demanda Michael, clairement en conflit. Qu'est-ce qui aurait dû être fait il y a des mois? Laura a répondu, la vérité doit sortir. L'équipe de Lowe a vérifié l'authenticité des documents avant de procéder. Les preuves étaient irréfutables. Philip Donovan avait orchestré toute l'opération, utilisant Voss et Nathalie comme pions jetables. Lorsque des complications ont surgi, il les avait abandonnés à leur sort, se protégeant des retombées. Avec les éléments de preuve obtenus, Lowe est passé à la phase 2, renforçant la justice. Tout d'abord, il a livré une documentation complète au FBI, SEC et FDA. Simultanément, les preuves détaillaient les activités criminelles de Meridian sans révéler les lois, les liens personnels ou l'implication de Michael. Ensuite, il a organisé des documents clés pour atteindre les commissions d'éthique médicale et les groupes de défense des patients, garantissant que le scandale ne pouvait pas être traité tranquillement grâce à des établissements financiers. Enfin, il a contacté Catherine Donovan en Suisse, partageant des preuves des activités criminelles de son père et la destruction laissée dans son sillage. Bien qu'il n'ait jamais parlé directement, sa réponse a pris la forme d'une déclaration au procureur, confirmant ce qu'elle avait été témoin lors de ses engagements à Voss. L'empire Donovan a commencé à s'effondrer. Le stock de Meridian a chuté à mesure que les enquêtes fédérales ont été annoncées. Les essais cliniques ont été suspendus en attente d'examen. Philip Donovan a été contraint de démissionner en tant que PDG tandis que le conseil a tenté de contrôler les dommages. Lowe a regardé l'effondrement à distance, ne trouvant aucune satisfaction à la chute de Donovan, seulement un sentiment que les échelles de justice étaient enfin équilibrées.
Lorsque les agents fédéraux sont arrivés dans la succession de Donovan pour exécuter des mandats de perquisition, la loi observait de sa voiture de l'autre côté de la rue. L'homme autrefois puissant qui a émergé entre les agents du FBI semblait diminuer, confus, les symptômes de son Alzheimer accélérant apparemment sous le stress. Ce soir-là, j'ai reçu un appel inattendu du détective Malone. Voss parle, a déclaré Malone sans préambule, affirmant que Donovan était le cerveau dit toujours, votre frère a compris et c'est pourquoi il a dû mourir. Est-ce que cela va aider Voss? Demanda la loi, sa voix neutre, non, mais cela pourrait étendre la peine de Nathalie. Elle en savait plus qu'elle ne l'avait admis. Après avoir raccroché, la loi était assise en silence en traitant cette confirmation finale. Le système judiciaire s'attaquait maintenant à ce que sa vengeance avait, et non à l'étendue complète de la responsabilité de la mort de Russell. Le lendemain matin, Michael Donovan a demandé une réunion. Ils se sont assis à une table de coin calme dans un restaurant vide. Mon père a essayé de se suicider hier soir. Michael a dit que son expression avait hanté. Il a laissé la confession. C'est complet. La loi a absorbé cela sans réaction visible. Je suis désolé que cela soit arrivé à ça. Michael l'a étudié. Tu n'es pas qui je pensais que tu étais quand nous nous sommes rencontrés. Ce n'était pas seulement une question de dénonciation des entreprises pour vous, n'est-ce pas? Non. Loi admise. Mais mes raisons ne changent pas la vérité de ce que votre père a fait. Il a mentionné quelqu'un nommé Russell dans ses confessions, a déclaré avoir autorisé Voss à gérer le problème. Lorsque Russell a menacé l'exposition, le sang-froid de Lowe a presque éclaté en entendant le nom de son frère. Russell était mon frère. Voss l'a assassiné sur l'autorisation implicite de votre père. La compréhension est apparue dans les yeux de Michael. Vous avez orchestré tout cela, les enquêtes, l'exposition. La justice avait besoin de renforcement. Michael n'a pas fait valoir le point. Au lieu de cela, il a demandé, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, la justice suit son cours, a répondu Laura. Votre père fait face à des conséquences pour ses actions. Méridien réforme ou se dissout. Les personnes blessées par des recherches volées obtiennent des réponses. Et vous, Michael, appuyez sur qu'est-ce que vous obtenez? Loi, considérez la question. Clôture, a-t-il finalement dit, bien qu'il n'était pas certain qu'il le croyait. Chapitre 9, la position de la Fondation. 1 an après le meurtre de Russell, la loi se tenait devant la tombe de son frère. Le cimetière était calme. Tôt le matin, la rosée légère scintillait sur la pierre tombale en granit. C'est fait, a déclaré Lowe doucement. Tous paient ce qu'ils vous ont fait. Philippe Donovan était décédé en attente de procès, son Alzheimer accéléré par le stress et une session de traitements expérimentaux. Les produits pharmaceutiques Méridien ont été démantelés, ses actifs légitimes vendus à des concurrents, ses recherches contaminées discréditées. Nathalie, à la suite de charges supplémentaires liées à sa collaboration avec Donovan, avait été condamnée à une peine prolongée. Elle serait dans la soixantaine avant la libération. Les parents de la loi restent incarcérés, leurs appels refusés. Ils lui avaient écrit plusieurs fois en cherchant le pardon alors que leur santé refusait en prison. Ces lettres sont restées non ouvertes dans son tiroir de bureau. La justice avait été rendue, complète et intransigeante. Pourtant, debout sur la tombe de Russell, la loi se sentait toujours incomplète. Tu me dirais probablement de passer à autre chose, a-t-il poursuivi, plaçant une main sur la pierre fraîche. Vous étiez toujours mieux à cette partie. Le vent s'est déroulé à travers les arbres voisins, un son qui avait toujours apporté la paix à la maison au lac. Il avait finalement décidé de garder la propriété, la rénovant pour éliminer la tache de trahison, tout en préservant l'héritage de son grand-père. Alors qu'il se tourna pour partir, il remarqua une femme debout à proximité, mid-trentaine, habillée professionnellement, le regardant avec une expression incertaine. Monsieur Merritt, dit-elle en s'approchant. Je suis le docteur Harper Browning. Je travaille avec votre frère chez Mass General. Lowe a vaguement rappelé Russell, mentionnant un collègue nommé Harper. Vous étiez dans le département de recherche, elle a hoché la tête. Russell et moi collaborions sur quelque chose avant sa mort, quelque chose d'important.
L'eau l'a étudié, évaluant quel type de quelque chose, un protocole de traitement pour le SSPT chez les anciens combattants de combat. Russell en était passionné à cause de vos antécédents militaires, a-t-il déclaré. Si nous pouvions aider un seul soldat à souffrir moins que son frère, cela en vaudrait la peine. La révélation a frappé la loi comme un coup physique. Il avait connu que Russell travaillait dans la recherche psychiatrique mais ne savait pas que l'objectif avait été inspiré par lui. J'ai continué le travail, a expliqué Harper. Nous sommes prêts pour les essais cliniques, mais le financement est un problème. Depuis le scandale de Donovan, de nombreuses sociétés pharmaceutiques hésitent à soutenir la recherche psychiatrique en ce moment. Pourquoi tu me dis ça? Parce que Russell croyait en ce projet et qu'il croyait en vous avant de mourir, il m'a dit que si nous ayons déjà frappé un mur, vous étiez la seule personne qui pouvait le percer. Il a dit, vous n'avez jamais abandonné quoi que ce soit qui comptait. L'eau a absorbé ceci, entendant la voix de son frère dans ses mots, envoyer une recherche à mon bureau. Je vais demander à mon équipe de le revoir. Elle lui a tendu une carte de visite. Merci de l'avoir considéré. Russell sera reconnaissant. Alors qu'elle s'éloignait, Lo sentit quelque chose se déplacer en lui, le premier émouvant de but au-delà de la vengeance. 2 semaines plus tard, Lo a appelé une réunion avec son équipe de direction à Ironclad. Garrett, Diego et Calvin ont écouté attentivement alors qu'il décrivait sa proposition. Je veux établir une fondation au nom de Russell, a-t-il expliqué, axée sur les traitements innovants du SSPT pour les anciens combattants. Nous financerons directement la recherche, pas de partenariat pharmaceutique. Garrett se pencha en avant. C'est le projet que son collègue vous a apporté. La loi hocha la tête. C'est un travail prometteur. Plus important encore, c'est ce qui se souciait de Russell. Ironclad a les ressources, a confirmé Calvin. Mais ce serait un pivot important de nos opérations actuelles, pas un pivot, une loi corrigée, une expansion. Nous allons continuer nos contrats de sécurité tout en développant la fondation. Beaucoup de nos employés sont des anciens combattants qui pourraient bénéficier directement de cette recherche. L'équipe a discuté de la logistique, des mécanismes de financement et de la structure organisationnelle. À la fin de la réunion, la Fondation Russell Mérite pour la recherche sur les traumatismes de combat avait pris forme préliminaire. Dans les mois qui ont suivi, Lo s'est lancé dans l'établissement de la fondation avec la même intensité qu'il avait autrefois dirigé vers la vengeance. Il a recruté des chercheurs de haut niveau, obtenu des installations et personnellement interviewé des anciens combattants prêts à participer à des essais. Le Dr Harper Browning a accepté de diriger l'équipe de recherche, apportant la vision originale de Russell au projet. Son dévouement correspondait à la loi, créant un partenariat qui a progressivement évolué au-delà de la collaboration professionnelle. Un soir, alors qu'ils ont examiné les résultats préliminaires dans le bureau de la loi, Harper a posé la question que les autres avaient évitée, vous regrettez-vous jamais comment les choses se sont terminées avec eux, votre femme, vos parents? Le droit le considérait avec soin. Je regrette qu'ils aient forcé ses fins. Je regrette que Russell a payé le prix de leur choix, mais je ne regrette pas de s'assurer qu'ils font face à des conséquences. Ce n'est pas le pardon, a-t-elle observé. Non, il a accepté. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées. Harper hocha la tête, acceptant sa réponse sans jugement. Russell a déclaré, vous étiez la personne la plus fondée sur des principes qu'il ait jamais connus, sans compromis dans vos condamnations. Certains appelleraient cela un défaut. Russell l'a appelé votre fondation, il a dit, quand tout le reste s'est effondré, vous seriez toujours debout. Les mots ont résonné avec un pouvoir inattendu. À travers toutes les destructions, le démêlage de son mariage, la perte de sa famille, la mort de son frère, Lo était en effet resté debout, endommagé mais ininterrompu, ses principes fondamentaux intacts. 2 ans au lendemain du meurtre de Russell, Lo est retourné à la maison du lac. La rénovation était complète, effaçant les rappels physiques de la trahison, tout en honorant la place de la propriété dans son histoire familiale. Garrett l'a rejoint sur le quai, les 2 hommes regardant le coucher du soleil, comme ils l'avaient fait plusieurs fois auparavant. Le premier protocole de traitement de la Fondation a obtenu l'approbation de la FDA, Garrett a noté que Russell serait fier. La loi hocha la tête, se permettant de reconnaître la réussite. C'est un début.
Vous n'allez jamais passer complètement à autre chose, n'est-ce pas? Demanda Gareth, pas méchant. Non, la loi a admis. Mais j'avance. La distinction était importante. Partager implicitement oublier, pardonner, libérer entièrement le passé. La loi ne pardonnerait jamais à ceux qui lui avaient pris recel, n'oublierait jamais leur trahison, ne les relâche jamais de la responsabilité de leurs actions. Mais pour aller de l'avant qu'il pourrait faire, construire quelque chose de significatif des ruines de la trahison, honorant la mémoire de recel par le travail qui comptait, trouvant un but au-delà de la vengeance. Alors que l'obscurité tombait au-dessus du lac, la loi a fait la paix, non pas avec ses ennemis mais avec lui-même. Il avait survécu à leurs meilleurs efforts pour le détruire. Il avait assuré la justice lorsque le système aurait pu échouer. Il était resté fidèle à sa nature, sans compromis, implacable, fondé en principe. Le fondement de qui il a été resté inébranlable et sur cette base, il construire un avenir digne du frère qu'il avait perdu, pas un avenir, adouci par le pardon ou affaibli par le compromis, mais un renforcé par la condamnation inébranlable qu'il avait transporté à travers ses jours les plus sombres. Certaines dettes doivent être payées en totalité, certaines trahisons ne peuvent pas être absous et la vraie justice nécessite un cœur impitoyable. Le mérite de la loi ne serait jamais moins que ce qu'il était, un homme qui n'a pas pardonné ou oublié, qui a exigé toute la mesure des conséquences de ceux qui l'ont trahi. C'était sa nature, son code, sa fondation et cette fondation se tiendrait. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin.